Avant de vous embarquer vers l'épisode du jour, je voudrais vous parler d'un tout nouveau service qu'on aurait adoré avoir avec Anna quand on a dit Ciao Paris. Ça s'appelle Demander à un Normand. Vous avez envie de vous installer en Normandie ou vous venez tout juste de le faire? Vous avez forcément des questions ou besoin de conseils pour votre nouvelle vie. Dans quelle ville m'installer? Comment trouver une nounou ou un médecin? Ou sortir le week-end? Et les mieux placés pour vous répondre, ce sont les Normands et ceux qui vivent sur place. Et justement, ce service permet de leur parler. Les Normands, des vrais Normands? Mais oui, c'est pas des bots. C'est des gens comme toi et moi qui se sont portés volontaires pour être des guides locaux et répondre justement à toutes les questions, un peu comme si t'avais un pote sur place en fait. Génial. Et tu sais comment ça marche? En fait, c'est ultra simple. Tu vas sur le site choisirlanormandie.fr, rubrique Demander à un Normand. Tu choisis la catégorie de ta demande et ou la localisation. Et là, tous les Normands qui correspondent à ta recherche s'affichent. Ok. Un match avec des Normands. Génial. Hyper simple. Donc en moins d'1 minute, là je viens de m'inscrire. J'ai cliqué sur contacter et je suis sur une messagerie sécurisée où je peux faire connaissance, poser mes questions. Exactement. Ça fonctionne comme un WhatsApp pour communiquer avec eux. Alors, vous avez envie de vous installer en Normandie ou vous venez tout juste de le faire? Go sur le site choisirlanormandie.fr, rubrique Demander à un Normand. Le lien est dans la description de l'épisode. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic de partir, en fait, de bouger de là où j'ai grandi. Et je me suis dit, il est hors de question, en gros, que je meure là où je suis né, quoi. Et donc voilà, Fécamp, du coup. Je suis venu ici parce que c'était coup de cœur, tu vois. Après, il n'y a aucun endroit idéal, et ça, je l'ai appris pendant mon voyage. Genre, il y a 0 endroit idéal. Tu vas partout, tu vas toujours trouver que ça, c'est génial. Puis si tu restes suffisamment longtemps, tu vas te rendre compte que, bah non, en fait, c'est pas si génial que ça. Et il y a 0 endroit au monde, je fais le deuil de cette idée-là, qui sera absolument parfait. Mais le compromis ici me va très bien, tu vois. C'est un coup de cœur, pour ça, c'est un coup de cœur, ouais. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Boin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur, et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Et si parfois il fallait traverser les océans pour trouver sa place? Aujourd'hui, je vous emmène à Fécamp, en Normandie, à la rencontre de Marc. Et même si notre échange a eu lieu à distance, que j'ai pas pu m'y rendre malheureusement, je tenais vraiment à partager son histoire avec vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont bouleversée dans son parcours. Marc a seulement 34 ans, mais il a déjà vécu plusieurs vies. Il a voyagé dans de très nombreux pays, il a été menuisier pendant 1 an et demi, il a appris ce métier sur le tas, un peu au débeauté, vous allez voir. Et pendant 4 ans, il a aussi sillonné les mers en solitaire sur un petit voilier monocoque. Ce qui m'a le plus touchée, c'est cette vision de la vie qui est assez unique, qu'a forgé chez lui cette expérience. Et de cette aventure, il en a tiré à la fois évidemment un très grand pragmatisme, une grande détermination, mais qui s'appuie aussi beaucoup sur son intuition. Vous allez voir, c'est un mélange super intéressant. Et au fil de ses voyages, il a aussi été confronté aux océans inondés de plastique. Et c'est là qu'il a décidé de transformer son indignation en action. Aujourd'hui, il a jeté l'ancre à Fécamp avec son entreprise innovante qui lutte contre la pollution. Et c'est une petite ville côtière où évidemment, il a amarré son voilier. Je vous laisse découvrir comment Marc a trouvé ce lieu qui résonne autant avec son business qu'avec ses aspirations perso les plus profondes. Et je nous souhaite à tous de trouver un équilibre pareil. Allez, bonne écoute. Bonjour Marc. Salut Valérie. Comment ça va? Bah très bien et toi?
Bah écoute, super, je suis très contente qu'on se parle. Toi, t'es en direct de Fécamp et moi, je suis en direct de Toulouse. Et tu connais Fécamp? Écoute, pas du tout. Pas du tout. J'aurais beaucoup aimé venir, mais ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Tu me feras découvrir. En attendant, tu vas me faire découvrir avec les oreilles et avec notre imagination. Tu vas nous raconter un peu plus ton nouvel environnement. Avec plaisir. Moi, je suis Marc, j'ai 33 ans, bientôt 34, et j'ai déménagé avec mon entreprise en Normandie depuis 2023. Et donc toi, c'est quoi ton histoire avec Paris, Marc? Paris et la région parisienne? Oui, bah alors moi j'y suis né, hein. Enfin non, d'ailleurs j'y suis pas né, Ah. je dis toujours ça, mais c'est pas vrai, je suis né à Reims. Bon, alors j'ai été pondu à Reims, mais après j'ai pas du tout vécu à Reims. J'ai grandi à Pontoise, et puis donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, mes études supérieures aussi, puisque j'étais à l'ESSEC, donc qui est une école de commerce qui est à Cergy. Et puis j'ai vécu à Paris au fil des stages et des différentes expériences professionnelles qu'on peut avoir pendant les études. Et j'ai un lien avec Paris qui est assez proche puisque quasiment tous mes amis sont parisiens. Donc je prends beaucoup les trains et donc c'est une jeunesse qui est rythmée par les voyages en train, les allers-retours à Paris, les dodos chez les copains pour faire les soirées et puis rentrer le lendemain. Donc c'est une vraie vie de francilien qui navigue entre la banlieue et Paris. Moi, j'ai jamais été fan de la vie francilienne. J'ai toujours trouvé ça trop urbain, même si j'ai eu la chance. Donc dans le Val d'Oise, on est quand même assez loin de Paris, donc on n'est pas dans cette espèce d'unité entre le 75 et la petite couronne. On a des champs. Mes parents ont acheté une maison à Osny, donc qui est la dernière ville avant le Vexin, donc qui est la campagne absolue. Donc c'est vrai que c'était moins urbanisé que Paris. Alors, on s'en rend pas forcément compte quand on y est tout le temps, mais en fait, dès que tu sors de Paris, tu te dis mais c'est nul là où on vit, quoi. C'est oppressant. Et puis le déclic, sûrement, ça a été donc pendant mes études où j'ai eu l'occasion de faire 6 mois en Inde. Donc j'avais choisi la destination la plus dépaysante possible sur la liste et je suis allé en Inde. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic de partir, en fait, de bouger de là où j'ai grandi. Et je me suis dit, il est hors de question que je vois pas le monde. Il est hors de question, en gros, que je meure là où je suis né, quoi. À ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, quand je pars en Inde, on est en 2012, donc j'ai 21 ans. Et à 21 ans, tu te dis, il est hors de question que je meure là où je suis né. Bah ouais. C'est étonnant ça m'étonne comme pensée. Je trouve ça fort. Ouais, mais après, bon, moi, mes parents sont déjà des gens qui sont partis de leur pays et qui se sont installés ailleurs. Donc, en fait, je suis pas tant attaché que ça, mais je suis pas enraciné là où j'ai grandi. Pour moi, depuis que je suis petit, c'est une évidence qu'on peut partir, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on se dit naturellement. Tu te dis peut-être que tu as envie de partir, mais t'as pas d'idée. Je vais aller où? Pourquoi je bougerai d'ici? Mes copains sont là, ma famille est là. Donc, en fait, ça te travaille pas tant que ça. Et finalement, quand tu as l'expérience d'ailleurs, tu te dis, mais alors ça dépend comment se passe cette expérience, mais moi j'ai adoré l'expérience de l'ailleurs et ça m'a donné envie de plus en fait. Et c'est ce qui explique après tous les choix que j'ai faits pour partir loin, découvrir, même si aujourd'hui je suis revenu en France, voilà, ça m'a vraiment donné le goût de cette aventure et de la découverte. Ils ont quitté quel pays tes parents pour... Mes parents sont partis du Liban au début des années 90, en 1990. Donc ils ont quitté un pays qui sortait tout juste de la guerre et donc ils ont choisi la France parce que le Liban à l'époque était très francophone, donc ils parlaient français, maman avait de la famille en France et donc du coup ça lui a paru naturel de venir en France et puis c'est un pays qui porte des valeurs et qui représente un rêve, je pense toujours aujourd'hui, mais à l'époque encore plus, mais qui représente un rêve pour plein de gens et donc elle a choisi la France et bon je pense qu'ils n'ont jamais eu à regretter depuis et je suis ravi qu'ils aient fait ce choix-là. Si on revient en 2012, t'as 21 ans et tu te dis cette pensée très forte que t'as pas envie de mourir là où t'es né et tu pars en Inde. J'arrive dans un pays, alors j'avais déjà voyagé avant, j'étais déjà sorti de France, mais là j'arrive dans un pays où tout est absolument différent, la culture, la nourriture, les couleurs, la manière de vivre, l'organisation de la société, c'est pas pour rien que j'avais choisi ce pays, j'avais envie de dépaysement et donc je découvre vraiment un univers
que je pouvais pas soupçonner et une richesse que je pouvais pas soupçonner. Et je tisse des liens avec les gens sur place. J'y reste 6 mois dans un premier temps pour un échange universitaire. Et puis après, je décide de rempiler sur 6 mois. Je trouve un stage là-bas. Et donc au final, je passe 1 an là-bas. Et donc dans différents milieux, dans les études, où je rencontre un peu, on va dire, la haute société, parce que les gens qui font des études là-bas sont des gens qui sont somme toute assez aisés. Et puis je me fais aussi des copains, voilà, un gars qui vit dans un bidonville et tout. Puis après, je passe les 6 mois suivants dans le milieu du travail, donc un milieu qui est complètement différent. Je me rends rapidement compte que, enfin c'est marrant, mais tu vois, j'étais à l'école avec les gens un peu de la haute société. Finalement, il y a beaucoup moins de différence entre eux et nous qu'entre eux et un pauvre indien. Donc c'est marrant, tu vois, c'est vraiment tout est une question de milieu social et pas tant une question de pays, etc. Et donc tu vois, de découvrir tout ça, j'avais un carnet, je notais plein de choses et vraiment ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses. Enfin, ça a été un voyage qui était passionnant et j'ai adoré l'Inde. Enfin, j'en ai eu une expérience qui est inoubliable et je pense qui m'a changé aussi sur le long terme. Donc je rentre de mon voyage en Inde, il me reste 6 mois, un dernier semestre à faire à l'école et je suis diplômé donc en décembre 2013. En Inde, donc les deuxièmes 6 mois, il y a un de mes meilleurs amis qui vient me rendre visite. Et il avait déjà depuis un moment le projet d'acheter un bateau et de partir faire le tour du monde. Voilà. Et donc il cherchait à convaincre ses copains de participer à l'aventure. Il m'avait déjà proposé et à l'époque j'avais dit non, tu vois. J'avais dit bon, je sais pas, est-ce que c'est vraiment pour moi? J'ai une copine, je suis installé. Enfin, tu vois, j'avais pas, même si je trouvais l'idée incroyable et j'adore le bateau, on partait en vacances tous les étés ensemble et tout. Je trouvais ça génial, mais de prime abord, j'ai dit non. Et il me reparle de ce voyage. Et puis en fait, on en parle. Et à un moment donné, je me dis, mais comment est-ce possible de dire non? Enfin, comment je pourrais ne pas le faire? J'ai cette opportunité-là qui m'est offerte. Comment je pourrais ne pas le faire? Entre parenthèses, le copain est super riche et donc il a de quoi acheter, il a des sous pour acheter un bateau, tu vois. Chose que moi, donc c'est vraiment un coup de chance, quoi, d'avoir un copain comme ça dans son entourage. Et donc tu vois, d'avoir vécu tout ce temps-là en Inde, ça avait déjà commencé à modifier ma manière de voir les choses, puisque un non à ce voyage devient un oui, tu vois. Donc je rentre, je fais mon dernier semestre à l'école, et puis je me dis, bon bah ok c'est bien, on va partir en bateau, mais il faut des sous. Donc comment on fait pour faire plein de sous vite? Donc je vais pas aller dans un bureau parce que ça va pas marcher, ça va pas gagner assez. Et donc j'ai un copain qui est menuisier, qui participe au voyage aussi et qui me dit bah viens, on n'a qu'à monter une menuiserie ensemble. Donc tu géreras un peu le côté gérer la boîte, faire les devis, etc. Et puis tu me fileras le coup de main sur les chantiers. Et puis comme ça, bah, tu verras dans le bâtiment, quand on travaille à son compte et qu'on enquille les heures, on gagne plein d'argent. Tu vois. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis devenu menuisier pendant 1 an et demi. Donc j'ai adoré cette année et demie là parce que j'ai appris un nouveau métier, un métier manuel. J'étais pas spécialement manuel à la base, tu vois, j'étais plutôt un gars qui était, allez, on va dire, un peu malin, quoi, qui avait bien développé son cerveau, mais pas tant son habileté manuelle. Mais tu t'es formé sur le tas. Bah c'est ça. Et puis avec un gars, en plus, mon pote menuisier, il est exceptionnel, c'est le meilleur menuisier que je connaisse, il est très pédagogue. Donc voilà, on bosse pendant 1 an et demi comme des fous, hein, du lundi au samedi, parfois le dimanche et tout, machin. Puis on arrive à mettre plein d'argent de côté. Alors évidemment, je vis chez mes parents, le frigo est rempli. Bon, j'ai ni loyer ni dépenses exceptionnelles, j'arrête de sortir, tu vois, je dépense plus d'argent, je mets tout de côté. Voilà, et donc je me fais un pécule en tout, on va dire ça, plus les économies que j'avais déjà, j'avais 40 000 euros, tu vois, donc génial. Ah, mais trop bien. Je peux mettre 20 000 euros dans l'achat du bateau pour participer et j'ai 20 000 euros pour le voyage, quoi. Donc au bout d'1 an et demi, et bah rien, ça y est, il y a les sous, on achète le bateau, puis on se retrouve en mai 2015, je crois, et puis voilà, après c'est parti, quoi. On démarre notre tour du monde, ce qu'on pensait être notre tour du monde. Et donc on voyage 1 an ensemble sur un beau bateau, on est 4. On part donc du sud de la France, on va en Corse, on fait les Baléares, on fait le sud de l'Espagne, on fait le nord du Maroc, on traverse l'Atlantique, on fait le tour des Caraïbes, donc on fait quasiment toutes les îles, on fait tout le tour et puis on arrive, on descend comme ça et puis on arrive au Panama. Et donc là ça fait 1 an qu'on voyage ensemble et en fait on se rend compte que c'est pas facile, même si on se connaît depuis le lycée, c'est pas facile de vivre finalement à huis clos sur un bateau, même si tu rencontres plein de gens et tout, c'est pas ce sujet, hein, c'est un voyage donc tu rencontres plein de gens, mais au quotidien, t'es un peu coincé avec tout le monde. Mon grand-père, il disait ça, tu sais, mon grand-père était marin et on faisait aussi beaucoup de voiliers quand j'étais petite, donc ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup touchée dans ton histoire. Et je me souviens de lui qui disait, en bateau, tu peux partir avec tes meilleurs amis et revenir avec tes pires ennemis. Bah heureusement que c'est pas devenu mes pires ennemis, mais il a entièrement raison.
Et puis après, il y a aussi si tu veux pousser le truc plus loin, on est parti à 4, on a l'impression qu'on part tous pour les mêmes raisons, et en fait déjà on part pas pour les mêmes raisons. Donc déjà dès le début, il y a une divergence. Il y en a qui partent faire une retraite spirituelle, il y en a qui partent faire la teuf, il y en a qui partent se découvrir. Et en fait déjà pour concilier tout ça, ça devient compliqué. T'es dans un huis clos, donc il n'y a pas de bah tiens je claque la porte, je vais dormir chez un copain, ou je passe la soirée au bar et je rentre. Non, c'est pas si facile que ça. Et puis il y a quand même une espèce de, même si le bateau était grand et tout, il y a quand même une promiscuité. Bon bah c'est bon, tu vois le gars se laver les dents le matin. Tu sais, c'est pas toujours glamour la vie en bateau, donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on fait une discussion, tu vois. Je me dis bah tiens. Il est temps peut-être qu'on parle un peu, qu'on fasse le bilan de cette année. Et les copains très proches et tout, c'est comme la famille. Et comme dans beaucoup de familles, il y a plein de choses qu'on se dit pas, bien qu'on soit proche. Et bah, ça participe à créer d'abord des tensions. Et puis ensuite, bah, quand on n'en parle pas, les tensions, ça devient des rancœurs. Et bah, au bout d'un an, quand tu fais le point, bah, en fait, au final, les rancœurs, ça y est, c'est fini, elles sont plus dépassables. Et donc, bon, bah, on décide d'arrêter, quoi. Donc un peu un gros coup, quoi, parce que tu te dis bah ça fait des années que je suis sur ce projet, je viens de vivre enfin moi personnellement je m'entendais avec tout le monde et ça allait très bien, donc tu vois je tombe un peu de mon nuage en mode ah ouais donc le rêve là que je suis en train de vivre depuis un an il va s'arrêter. Et puis donc du coup bah je me travaille la tête quoi et je me dis mais que je fais quoi du coup je rentre comme un con en France là, je rentre à Paris, je trouve un taf, c'est bon c'est fini. Et je fais bah non, je suis pas prêt du tout et donc je me dis bah non mais j'ai encore des sous et puis on va vendre le bateau, je vais avoir encore des sous donc allez tant pis, j'achète un bateau et je continue quoi. Ah ouais. Donc voilà, donc je décide de faire ça. Je bosse un peu pendant le voyage pour garnir un peu encore la caisse de bord et puis bah, je trouve un bateau au Panama là où j'étais. Et donc j'achète ce bateau, donc un petit monocoque, hein, on passe du gros kata au petit monocoque. Et donc voilà, donc je poursuis le voyage comme ça sur mon bateau tout seul en solitaire pendant 4 ans. Bon, donc je voyage pendant 4 ans, c'est génial, je découvre plein de choses, je suis en solitaire, donc là c'est toute une autre dimension. Alors c'est moins drôle qu'avec les copains, mais en termes de découverte de soi-même et de te repousser tes limites, etc. Donc c'est exceptionnel. Cependant, bah voilà, ça fait quand même 5 ans que je voyage. Au bout d'un moment, tu sais plus trop pourquoi tu le fais. Ça te donne plus les mêmes sensations qu'au début. Et puis en 2018, donc un an et demi avant de rentrer, pendant mon voyage, j'arrive sur l'île de la Dominique, donc une île qui avait été ravagée par un cyclone. Et ça faisait déjà un moment que je me disais, putain, la pollution plastique, c'est quand même chaud, on en voit en mer partout, t'es loin de toute terre, tu vois une fourchette qui flotte, t'arrives dans un endroit paradisiaque, à l'image d'Épinal, tu vois, l'île avec le sable et le cocotier unique, là, bah ouais, très bien, mais au pied du cocotier, c'est recouvert de déchets, quoi. Et donc ça faisait un moment déjà que ça me titillait cette histoire. Et quand j'arrive en Dominique en 2018, donc ravagé par un cyclone, complètement démoli, la seule décharge de l'île était inopérante, et donc en fait les gens brûlaient leurs déchets devant chez eux, donc, mais au point que moi sur mon bateau au mouillage, je recevais le matin, j'avais des cendres noires partout sur le bateau. Wow. Les gens n'avaient pas le choix. Pour se débarrasser de leurs déchets, il fallait les brûler devant chez eux. Je te passe aussi le fait de brûler du plastique et que les enfants respirent ça, les retards mentaux, etc., etc. Bon, catastrophe. Et donc je me dis, bon, bah il est temps de faire quelque chose. Et je rencontre un gars qui monte une ONG et je lui dis, bah tu fais quoi? Il fait, bah moi je veux m'attaquer à la pollution plastique. Je fais, génial, moi aussi. Et en fait, on monte un centre de recyclage du plastique, un petit centre de recyclage de plastique, à Portsmouth exactement. Et donc on fait ça et tout pendant 6 mois. Donc on récupère une bâtisse pourrie sur le terrain de la mairie, on reconstruit un toit, on fabrique nos machines, voilà. Et donc c'était super. Alors on faisait des petits porte-clés, des dessous de verre, des objets qui étaient sans grand intérêt en réalité et qui allaient finir à la poubelle, hein. Mais voilà, c'était une manière de montrer aux gens qu'avec vos déchets on arrive à faire quelque chose. Et l'idée c'était d'initier un truc et de faire quand même un business model qui fonctionne, c'est-à-dire que ces porte-clés étaient vendus, il y avait un revenu, ce revenu il était censé payer, alors pas nous évidemment, mais payer des gens qu'on employait pour opérer les machines tous les jours. L'idée c'était qu'au bout de 6 mois, nous on parte et puis qu'on laisse ce projet fonctionnel avec un business model qui lui permette de survivre à la subvention qu'on avait reçue. Ça a marché, donc au bout de 6 mois on est parti. Mais en fait, c'est un projet entrepreneurial, mais comme un cadeau. Bah c'est ça, si tu veux, en fait, comme beaucoup d'ONG qui interviennent dans plein d'endroits, elles arrivent, elles ont une subvention, elles viennent résoudre un problème ou faire un projet éducatif et tout, la subvention est consommée, et après le projet s'arrête. Et en fait, le seul moyen de faire survivre un truc comme ça, c'est qu'il y ait un côté commercial derrière. Et donc là, l'idée c'était ça, c'était de se dire, bah on part, mais on laisse un truc qui fonctionne, qui va nous survivre.
Et donc super intéressant. C'est génial. Et ouais, c'était génial. Après moi, donc j'étais tout hyper fier de faire ça, mais tu vois, je m'y retrouvais pas en termes d'impact, parce que je me disais, mais regarde, là tu fabriques des porte-clés, des dessous de verre. Bon, déjà tu recycles des porte-clés de 4 grammes, ok, 4 grammes, vu la taille de la montagne de plastique qu'il y a, on va pas y arriver. Tu fais des objets qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui vont finir à la poubelle, qui servent à rien, tu vois. Et donc du coup, je commence à me dire, mais comment on fait pour... est-ce qu'on peut pas utiliser ces déchets pour reconstruire l'île ? Comment on fait pour développer un produit qui nous permette de reconstruire l'île? Alors le truc c'est que le plastique tout seul, c'est pas génial dans la construction. En plus le plastique recyclé, ça a perdu un peu en qualité, donc c'est pas génial. Et donc je commence à faire plein d'essais, à me dire bah tiens, on va mélanger le plastique avec ci, avec ça. Et puis au final je tombe sur ce qui était les prémices de ce que je fais aujourd'hui. Donc développer un matériau de construction qui est fait en partie de déchets plastiques, en partie de déchets minéraux. Et donc où tu arrives à développer un nouveau matériau qui va piocher des bonnes caractéristiques de ces différents composants et qui du coup est applicable pour le bâtiment. Donc malheureusement je ne l'ai pas fait en Dominique parce que ça a demandé plus de recherche que ça, j'avais plus le temps, j'avais autre chose à faire à l'époque et puis il fallait industrialiser, bon bref c'était pas le moment et à l'époque il n'était pas encore question de rentrer en France. Mais en tout cas tu as déjà cette idée qui est là, qui est dans ta tête et tu te dis c'est ça que je veux faire. Est-ce que c'est pour ça que tu rentres en France pour mener à bien ce projet ? Eh ben, c'est une conjonction de facteurs. D'abord, tu te retrouves plus tant que ça dans ton voyage. Voyager pour voyager, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Tu estimes que tu as fait le tour de la question et tu as envie d'autre chose. Donc, tu as envie de te réaliser professionnellement, tu as envie de rentrer voir les gens qui te manquent aussi, parce que mine de rien, quand on part, on est là, tu te dis ouais, je m'en fous, papa, maman, j'ai grandi avec eux, rien à foutre. Bah, au final, ils commencent à te manquer un peu, les copains, ils te manquent. Voilà, tu te dis bon, et ça mène à où mon truc? Je vais devenir quoi? Juste un vagabond des mers et tout. Et donc toutes ces envies-là, couplées au fait que maintenant j'avais un projet et une idée, en me disant je vais rentrer en France, je vais faire ça, et bah du coup ça te permet d'avoir le déclic et de te dire ok bah c'est bon en fait, c'est qu'il est temps de rentrer. Et tu vois, moi j'aime bien dans ma vie prendre des décisions comme ça. Je trouve ça très difficile de prendre une décision péremptoire en mode allez go, je change tout, je fais ça, mais quand il y a un fil rouge, tu vois, et que tu as l'impression que tout ce qui vient de se passer a un sens et t'emmène vers l'étape suivante, pour moi c'est ça les meilleures décisions. Tu vois. Et donc j'arrive en 2020 en France, on connaît tous l'an de grâce 2020. C'est clair. Je trouve un boulot et 2 mois après, je me retrouve à la maison. Alors moi, j'ai adoré pour le coup, tu vois, parce que du coup, putain, trop bien. Je suis dans la maison des parents. Les parents sont pas là, ils sont au Liban, donc je suis avec ma sœur. Dans la maison, avec le jardin, le machin en banlieue. Il s'avère qu'il fait super beau, on s'en souvient tous. Et tu vois, tout le confort, le lit, les toilettes sur lesquelles t'appuies sur un bouton, l'eau chaude et tout. Tu vois, un truc que j'avais pas vécu depuis 5 ans. Et donc moi, le premier confinement, c'était le meilleur truc qui puisse m'arriver, tu vois, j'ai adoré ce truc-là. Donc ça s'est super bien passé. Voilà, et puis voilà, bah pendant entre 2020 et 2021, je bosse pour j'ai un travail alimentaire où je travaille à Paris. Donc ça me permet de reprendre pied un peu avec le monde professionnel et les contraintes que ça représente. Et puis en 2021, je décide que c'est bon, pareil, le but c'était pas de moisir dans cette boîte. Et puis je me dis bon bah ça y est, il est temps de me lancer, tu vois. Et donc du coup, bah, heureusement, il y a Pôle emploi. Donc j'avais accumulé 1 an de droit au chômage. Et je me dis, bah voilà, j'ai 1 an devant moi pour développer ma boîte. Et donc c'est ce que je fais. En 2021, tu te dis, ok, c'est le moment de lancer Néolithique parce que toi, tu as bossé déjà en sous-marin, on va dire, pour développer cette recette d'agglomérats de plastique et de matériaux minéraux. Et donc, c'est quoi l'étape d'après? Comment est-ce que tu décides de dire ciao Paris et de venir vivre à Fécamp en Normandie? Donc, je quitte mon boulot, j'avais déjà commencé en parallèle à faire des voyages pour voir comment j'allais fabriquer les machines, où avec qui j'allais les développer, etc. Et ensuite, toute la phase de trouver des financements, finir la recherche et développement, peaufiner les recettes, le matériau, etc. Des allers-retours à l'étranger pour les machines et tout. Et puis on est en... je sais plus, ça y est, je passe commande des machines, on est fin 2021 quoi. Et puis ok, on passe commande des machines, très bien, on va les installer où maintenant? Et donc du coup, il faut trouver un local industriel. Et le local industriel, naturellement, je me dis je vais le chercher en Île-de-France, tu sais, comme tout bon francilien qui connaît que l'Île-de-France quoi. Qui réfléchit pas trop, et puis je retourne l'Île-de-France, tu sais, je vais même chercher dans le 77, et donc du coup le foncier est tout aussi cher qu'ailleurs, tu vois. Donc c'est pas dans tes moyens en fait?
Non, bah non, je peux pas payer 9000 € de loyer pour une boîte qui démarre et qui fait 0 chiffre d'affaires, c'est pas possible, tu vois. Et donc du coup, je me dis, bon, bah on se barre de l'Île-de-France, tant pis. La mobilité, ça me connaît, j'ai pas peur, on y va, tu vois. Et donc je me dis, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a autour de chez nous qui a l'air sympa? Et bah la Normandie, naturellement, ça m'attire parce que c'est pas loin, je connais bien, je faisais plein de week-ends en Normandie étant plus jeune. Ça reste proche de Paris, c'est plutôt bien desservi. Bon, je fais, allez, on va essayer. Et puis c'est limitrophe de ton département. Bah oui, en plus, ouais, oui, carrément. Ouais. Donc je me dis, voilà, ça me semble être une option naturelle, tu vois. On y mange bien, il y a du beurre, du camembert et tout, bon, bref. Voilà. Et donc voilà, donc je commence à chercher, et puis alors voilà, je tombe sur plein de locaux, et puis au fil des recherches, je découvre la ville de Fécamp, que je ne connaissais pas. Donc je tape Fécamp sur Google, et je vois une vue aérienne, et je fais, mais attends, mais ça a l'air trop joli, quoi. Donc je vois une vue de la petite ville avec le port de Plaisance, les falaises de calcaire, les machins, mais je me comment ça se fait que je connaisse pas cette ville? Et donc voilà, je vais visiter le fameux local que j'occupe aujourd'hui et qui m'avait été présenté, donc qui est juste à côté de Fécamp, à Saint-Léonard. Voilà, donc je visite le local, il est bien, il est dans mon budget, je fais aller crochet par Fécamp, on va voir quelle serait potentiellement la ville dans laquelle je vais m'installer. Et alors là, quand tu arrives, est-ce que tu peux me raconter ta première visite? Parce que moi, je connais pas. Donc du coup, je vais visiter le local, il est à Saint-Léonard, c'est une zone industrielle, le parc d'activités des Hautes-Falaises. Et puis donc je fais mes 10 minutes en voiture, j'arrive à Fécamp, et alors j'avais prévu de visiter un appartement, ça me donne une idée un peu de l'immobilier là-bas, et donc je vais directement me garer pour aller visiter l'appart, je descends de la voiture, et déjà je remarque tout de suite un truc, c'est qu'à Fécamp on a des façades en silex, donc tu vois c'est des blocs de silex noirs avec jointoyés avec de la chaux là ou je sais pas quoi, et c'est super mignon, tu vois, déjà ça donne du cachet à la ville, tu vois, c'est des bâtiments qui sont pas très hauts, hein, c'est 2-3 étages max, tu vois. Donc déjà, je trouve que c'est sympa, l'architecture, enfin, il y a un truc, tu vois. C'est pas juste du crépi ou du béton, tu vois. Donc voilà, donc déjà, je trouve ça cool, je visite l'appart, ok, c'est bon, je finis ma visite, je sors. Et puis je marche tout droit, donc pareil, les maisons, les jolies façades, un mélange de briques et de pierre et tout, enfin, trop mignon. Et puis là, genre, je prends à droite, et donc là, j'arrive, boum, sur le port de Plaisance, tu vois. Et donc c'était une journée d'hiver ensoleillée, ça arrive en Normandie. Il fait froid mais grand soleil, et donc là boum, j'arrive sur le port de Plaisance, et en face de moi il y a Tante Fine. Donc Tante Fine, c'est un bateau que maintenant je connais, mais qui est ce qu'on appelle un vieux gréement, donc un bateau à l'ancienne, tu vois, avec une vieille coque en bois, des mâts en bois, voilà, des vieilles voiles et tout, trop stylé. Et donc là il est là sur le quai, tu sais, tu peux aller le toucher, tu vois. Et donc bah direct ça me fait un truc forcément, hein, passionné de bateau ayant vécu sur un bateau, et donc voilà, tu vois, je vois ça, je me dis bah attends, la ville est jolie, le port de Plaisance, le Tante Fine là, je tourne la tête, il y a le port de Plaisance, il y a tous les mâts, à gauche il y a la mer, la plage, les falaises de calcaire, en face de toi tu as ce qu'on appelle la côte de la Vierge, donc c'est toute une côte avec des maisons dessus, enfin, c'est trop joli, tu vois. Et ça donne à la ville ce côté, tu vois, c'est en 3D quoi, il y a de la hauteur, il y a du vallon, il y a... Franchement, je tombe grave sous le charme, tu vois, et je me dis, mais en fait c'est bon, le local il est bien, la ville est bien, tout est accessible, je rêve de vivre dans une ville comme ça, tu vois, en centre-ville, où je peux aller acheter mon pain, ou tu vois, hier je suis sorti 18h, merde, il n'y a pas de fenouil, attends, je vais aller chez le primeur, tac, tu vas choper ton fenouil, et tu reviens, tu vois, et j'ai jamais vécu ça, moi je vivais en banlieue, tu sais, tu prends la voiture, tu vas d'un parking à un parking, quoi, et je me dis, mais génial, et la ville a un vrai attrait, il y a la mer, alors oui, c'est pas la Côte d'Azur, c'est des plages de galets et tout, mais il y a la mer, il y a les falaises, il y a les bateaux, ça sent le vent, ça sent l'air marin, tu vois, et je me dis, bah ouais, en fait, là c'est un endroit où je peux trouver du sens à déménager ici, je peux accessoirement convaincre ma copine de me suivre, je peux être fier de ça quand je vais dire aux gens, je vais vivre là-bas, venez me voir, c'est trop stylé, et donc voilà, Fécamp du coup. Et si tu dois nous situer Fécamp sur une carte, comment tu indiquerais où c'est? En gros, c'est la côte d'Albâtre, t'es entre Le Havre et Dieppe. Tu suis la côte entre Le Havre et Dieppe et t'es au milieu. D'accord. Donc t'es à 40 minutes du Havre, t'es à 1 heure de Dieppe, t'es à 1 heure de Rouen. Donc t'es dans ce triangle-là, donc, qui est pas... En fait, c'est pas tant la pampa que ça, tu vois. Parce que t'as quand même 3 villes, alors 2 grosses villes et Dieppe qui est une ville moyenne plus, tu vois. T'as quand même... Il y a plein de choses, quoi. Et t'as Paris qui est pas si loin, t'es à 2 heures de Paris, quoi. Il y a combien d'habitants à Fécamp? On est 18 000. Ouais, c'est pas mal, c'est pas une toute petite ville non plus. Bah non, c'est ça exactement. C'est une ville moyenne. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la taille de ville dans laquelle j'ai grandi un peu en banlieue de ces Pontoise, c'est un peu ça, tu vois.
Et en fait, je retrouve un peu ce truc-là, tu vois, de me dire, ouais, en fait, c'est une ville où tu vas recroiser des têtes connues, ce que je trouve super agréable, tu vois, parce que l'anonymat, c'est un peu chiant, tu vois. À la fois, il y a quand même suffisamment de monde pour être un petit peu anonyme et pas être obligé de parler à tout le monde comme dans un village de 500 personnes. Sur 18 000 personnes, t'as quand même la chance de pouvoir tomber sur quelqu'un que t'aimes bien, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, non, franchement, c'était un super choix. Ça correspond à plein de choses que je voulais, quoi. Je suis venu ici parce que c'était coup de cœur, tu vois. Après, il n'y a aucun endroit idéal, et ça, je l'ai appris pendant mon voyage. Genre, il y a 0 endroit idéaux. Tu vas partout, tu vas toujours trouver que ça, c'est génial. Puis si tu restes suffisamment longtemps, tu vas te rendre compte que, bah non, en fait, c'est pas si génial que ça. Et il y a 0 endroit au monde, je fais le deuil de cette idée-là, qui sera absolument parfait. Mais le compromis ici me va très bien, tu vois. C'est un coup de cœur, pour ça, c'est un coup de cœur, ouais. Les bonnes raisons de s'installer en Normandie, pour moi, elles sont assez évidentes, mais ça dépend évidemment des affinités de chacun. On est dans une région qui est quand même vaste, donc il y a largement la place pour tout le monde. Je parlais de la densité tout à l'heure. T'as de la place, c'est accessible, c'est encore une région qui est pas trop chère en termes d'immobilier, etc. T'as quand même des grandes villes. Là, moi où je suis, c'est quand même entre Caen, qui est le plus, on va dire, le plus à l'ouest de la zone que je décris, et Rouen, Dieppe, etc. Ça vit, il y a des entreprises, il y a du boulot, il y a des jeunes et tout, voilà. Donc ça, c'est top. On est dans une région, enfin, moi étant au bord de la mer, pour moi, c'est une qualité de vie incroyable, tu vois, être au bord de la mer, sachant que le littoral français, il est plus très accessible en termes de prix de l'immobilier. Enfin, la plupart des villes qui sont en bord de mer, c'est intouchable. Bah, ici, nous, de notre côté, ça va. Tu peux même habiter au Havre, tu vois. Bon, après, c'est une plus grosse ville, mais tu peux même pas habiter au Havre et ça reste accessible. Et à Fécamp, ça reste accessible aussi? Ouais, Fécamp, c'est carrément accessible. Alors, c'est moins accessible depuis qu'il y a eu le Covid, mais quand tu viens d'Île-de-France, tu trouves ça vraiment pas cher, ridiculement pas cher, tu vois. C'est quoi, pour avoir un ordre d'idée, c'est quoi le prix au mètre carré quand t'achètes à Fécamp? Là, dernièrement, j'ai vu une annonce, une maison de 80 mètres carrés avec 400 mètres sur un terrain de 400 mètres carrés avec une terrasse. La maison a été refaite à neuf, donc il n'y a pas de travaux à faire. T'es à 10 minutes à pied du centre-ville. L'annonce était à 175 000 euros. Ah, ouais, et ça, c'est pas négocié, c'est rien. ah oui, c'est vraiment pas cher. Et puis, moi, je trouve il y a des bons produits. Ça, c'est vachement important, tu vois. Genre, on mange bien. Le fromage, le beurre, moi, j'adore ça. C'est trop bon. Et on a des fermes. Donc, tu peux aller acheter ta viande, ton fromage, ton poulet chez le fermier. Donc, ça, c'est vachement cool. Bon, si t'aimes bien boire des coups, ici, ils adorent ça. Donc, t'es à la maison. Donc je dirais que voilà, donc c'est humain et donc ça me ressemble parce que moi j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien le côté authentique, simple, taille humaine, voir des gueules, dire salut, salut machin dans la rue et tout, je trouve ça génial, tu vois. Donc en ça me ressemble. C'est une région qui aussi se tourne vers tout ce qui est transition écologique. Tu vois, en face de Fécamp, on a, je crois que le plus grand parc éolien offshore d'Europe, qui a été là mis en service il y a quelques mois. On a plein d'initiatives qui sont créées autour de l'économie circulaire, des entreprises qui s'installent. Là, on a un géant du recyclage qui s'installe pas très loin d'ici. Donc c'est vraiment une région qui est hyper dynamique en ce sens-là. Elle est industrielle, mais industrielle, c'est pas un gros mot. Ça dépend comment on fait de l'industrie. En plus, moi, je fais de l'industrie, mais j'essaie de faire ça bien. Donc elle est industrielle, elle essaye d'être le plus moderne possible et le plus en avance possible sur les sujets environnementaux. Elle est dynamique, et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on vit ailleurs. On se dit, de toute façon, tout se passe à Paris, là-bas, c'est un trou paumé. C'est pas vrai, c'est hyper dynamique. Il y a plein de boîtes qui s'installent ici. On a des écoles, alors pas à Fécamp, il n'y a pas d'école supérieure à Fécamp, mais on a des écoles d'ingénieurs qui sont hyper réputées. On a des écoles de commerce, on a les écoles d'officiers de marine. Il se passe plein de trucs quand même ici. Donc ouais, non, c'est une belle région. Honnêtement, c'est une super belle région. Est-ce qu'il y a certaines questions que tu te poses à ce moment-là pour construire ton projet? Est-ce qu'il y a des craintes que tu as? Si oui, comment tu y réponds? Des craintes, oui. De toute façon, c'est inhérent à toute création d'entreprise. Tu fais pas ça si t'as peur. Hein. Et tu vois, j'aurais pas été chef d'entreprise. Je ne pense pas. Enfin, on peut pas refaire l'histoire, mais je pense pas que j'aurais été chef d'entreprise si j'avais pas navigué en solitaire sur un bateau. Tu vois. Ce truc-là m'a appris que j'avais peur de rien, que j'étais prêt à faire face à tout, et surtout que rien n'était très grave. Tu vois. Donc oui, évidemment, des doutes, est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis au bon endroit, mais il n'y a pas l'autoroute à côté, pour les camions, machin, bon, ça, en vrai, c'est jamais un problème.
Donc oui, des questionnements inhérents au fait même de monter une boîte, évidemment. Des questionnements inhérents au fait d'être à Fécamp, pas tant que ça. Ça m'a jamais fait peur. Et en fait, plus le temps a avancé, plus je me suis dit que stratégiquement, c'était plutôt un bon choix même. En déchets plastiques, les gens s'imaginent souvent la poubelle jaune, mais nous, on n'utilise pas la poubelle jaune. C'est très compliqué la poubelle jaune. On va chercher du déchet post-industriel. Donc nos partenaires sont des industriels. T'en connais beaucoup, toi, des industries en Ile-de-France? Franchement, non, pas du tout, tu vois. Il y en a très peu. Je vais pas dire qu'il y en a pas, parce qu'il y en a, mais il y en a très peu. Et donc, en fait, c'était un choix. Stratégiquement, c'est bien plus intéressant pour nous d'être ici que d'être là-bas. Tu vois, ça, je l'avais pas forcément verbalisé comme ça à l'époque. À l'époque, c'était plutôt, c'est plutôt un choix économique. Et en fait, non, c'est zéro regret d'être ici. Ouais, t'es près de tes fournisseurs, finalement. Bah c'est ça, moi j'arrive à me fournir en matières premières en Normandie exclusivement, quasiment. Je dis pas qu'il n'y a pas un camion de temps en temps qui vient d'ailleurs, mais 95% de ce qu'on capte, c'est normand quoi. Quand t'es arrivé sur place, est-ce que t'as trouvé de l'aide? Est-ce que t'as été chercher de l'aide? Auprès de qui? Comment t'as fait? Parce que j'imagine t'as dû avoir des subventions, puis bon, même pour aller chercher un local, etc. Enfin... Tout à fait, le local c'est l'agence de développement économique du Havre qui me l'a trouvé. En fait ils sont en partenariat avec toutes les villes du coin et donc ils sont en partenariat avec l'agglo de Fécamp et c'est eux qui m'ont appelé, m'ont dit il y a un local là-bas, on pense que ça correspond à ton cahier des charges. Donc déjà ça c'était la première étape. Ensuite, bon, après moi je suis débrouillard, donc je me suis débrouillé tout seul pour m'installer ici, mais évidemment il y avait de l'accompagnement pour t'installer, pour la mobilité professionnelle de ton conjoint, pour te trouver une place au port pour ton bateau, voilà, ils te déroulent le tapis rouge, ils ont envie que tu viennes, ils ont envie d'attirer des entreprises de l'extérieur. Tu sens qu'ils sont quand même à la recherche d'une dynamique et d'avoir des jeunes entrepreneurs, des entreprises innovantes, et donc ils étaient vraiment contents que je vienne m'installer là, et ils me le montrent tous les jours. Tu vois, là on doit déménager dans un an, de changer de local. Ils font des pieds et des mains pour qu'on reste. Nous, on veut rester, donc ça, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas besoin de nous convaincre. Mais voilà, ils font tout pour nous trouver un nouveau local. On est super bien traités, super bien accueillis. Et en plus, on est encore plus mis en valeur parce que, j'ai envie de te dire, dans les startups innovantes en région parisienne, il y en a plein. Et donc, en fait, tu n'es que un parmi tellement de gens qui font des trucs géniaux en plus, tu vois. C'est cool. Mais la contrepartie, c'est que du coup, tu es noyé. T'arrives ici, je pense que je dois être la seule start-up innovante à quelques kilomètres à la ronde, tu vois, donc forcément ça fait la diff. Et les gens du coup se sentent aussi valorisés par mon choix, je pense, indirectement. Tu vois, ils se disent tiens, on peut être fiers de notre ville, ça attire les jeunes entreprises innovantes, tu vois. Et donc en fait ça crée une ambiance qui est trop cool. Moi je suis arrivé ici, j'ai été trop bien accueilli, j'ai été trop content d'être là. Tout le monde m'avait dit ouais tu vas voir ils sont un peu difficiles, tu sais on est dans le pays de Caux. C'est un peu particulier, c'est encore plus normand que la Normandie, tu vois. Et il me disait, tu vas voir, les Cauchois, ils sont difficiles, tu vois. Et bon, ok. Et en fait, non, ils sont pas difficiles du tout. Ça dépend comment tu les approches. Si t'arrives avec tes gros sabots de Parisiens, là, ouais, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais en vrai, ça s'est super bien passé. Ils ont été super accueillants, tu vois. J'emménage en novembre, allez, on va dire en décembre 2022. Donc j'emménage dans l'appartement que j'ai trouvé en centre-ville et j'arrive ici, je suis seul en vrai parce que ma copine, elle est à ce moment-là, elle vit vers Bordeaux. Comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Valentine. Donc Valentine est à Bordeaux, elle est en contrat jusqu'au mois de mars, je pense. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas possible qu'elle vienne, donc j'arrive ici seul. Petite anecdote, c'est quasiment la première fois que je vis tout seul dans un appartement. Et donc c'est la première fois que je suis vraiment chez moi, tu vois, hors bateau. Donc j'arrive, il faut meubler son appartement, tu vois, donc super. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'appart que tu as visité là, où tu es actuellement? Déjà il est en centre-ville, donc c'est top. Je peux tout faire à pied et tout, machin. Je suis à 5 minutes du port, 10 minutes de la plage, donc c'est génial. Et puis en fait il est assez moderne en soi, parce que tout est sur le même étage. Tu rentres, t'as le salon, t'as la cuisine avec, tu vois, petit bar et tout, donc je trouve ça sympa quoi. Ouais. Et puis là t'as le salon, tu vois, donc c'est pas grand mais c'est bien foutu finalement. On a 60 mètres carrés au sol et vu que c'est mansardé, t'as 48 habitables, je crois. Voilà, là-bas t'as un couloir où t'as 2 chambres, donc ouais, super, j'ai une chambre pour les copains, tu vois. Mais ouais. Et donc pour toutes ces raisons, je le trouve super sympa l'appart et je fais allez banco, je le veux, tu vois. Donc et donc je paye 500 € par mois, charge inclus quoi. Qui est le prix d'une cage à lapins à Paris quoi. Et donc tu vois, c'est quand même un autre monde quoi. Tu peux te dire voilà, je peux avec même de petits moyens, je peux m'installer correctement et je suis dans une ville où je suis au bord de la mer, tu vois.
Elle finit par te rejoindre, Valentine, ou pas? Ouais, elle finit par me rejoindre, elle arrive le 1er avril ici. Et c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Donc elle arrive le 1er avril, moi entre-temps, bah voilà, j'avais commencé à faire ma petite vie, à rencontrer du monde, mais évidemment j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle arrive, et donc elle vient ici, et c'est pareil, donc c'est la première fois qu'on vit vraiment ensemble, même si on a passé plein de temps ensemble, donc on a l'habitude de cohabiter, puis on se connaît depuis longtemps avec Valentine, donc ça va, mais c'est la première fois qu'on vit ensemble, tu vois. Donc bah nouveau petit défi, tu vois, genre hop, installation, est-ce qu'elle va aimer aussi, tu vois, parce que elle vient quand même d'un endroit qui est un peu plus fancy, quoi, Bordeaux, là elle arrive à Fécamp, en Normandie et tout, bon, est-ce qu'elle va aimer? Valentine est très frileuse. Or, il fait froid ici, tu vois. Donc tous ces petits questionnements, tu vois, au final, ça s'est pas super bien passé. Elle a adoré la ville, ça se passe trop bien entre nous ici. Et... Enfin, du coup, tu vois, genre depuis le début, j'ai trop de chance, quoi. Tout va bien. Genre depuis que je suis installé ici, tout va bien, quoi. Donc, Ce fameux fil rouge, là, dont tu parlais tout à l'heure, on sent, voilà, que tu continues à le dérouler, quoi. C'est ça, et puis tu vois, encore une fois, t'apprends toujours de tes expériences passées. Ben, j'arrive dans une ville, ok, je connais personne ni rien. Mais sauf qu'en fait, j'ai passé 5 ans à connaître personne et à arriver dans des endroits où je connaissais personne. Donc pour moi, c'est un peu facile. J'arrive, voilà, bah tu vas boire un coup là-bas, puis tu rencontres telle personne, elle a l'air vachement cool, elle a l'air de t'ouvrir des portes, donc tu te mets avec elle, tu vois, elle t'ouvre les portes. Typiquement, c'était ma comptable, tu vois. Genre j'arrive, bon, il me fallait une comptable, parce que fallait que j'installais la boîte ici, il me fallait une comptable ici. Donc du coup, je rencontre 3 comptables, et elle, je sais pas, il se passe un truc avec elle, tu vois. Elle est sympa et tu sens qu'elle a accroché avec moi et qu'elle a une volonté de m'aider à m'installer, tu vois. Et donc, elle me présente à son mari, qui me présente à un tel. Et en fait, petit à petit, je finis par rejoindre plusieurs cercles qui finalement se recroisent tous parce qu'on est dans une petite ville, tu vois. Et donc, finalement, ces gens-là, tu te mets à les voir 2 fois par semaine, tout le temps. Et donc, les liens se créent super vite, tu vois. Et en fait, Valentine arrive, donc je suis installé en décembre. Elle arrive en avril, donc ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois, quoi. Et en 4-5 mois, elle arrive. En fait, je connais déjà tout le monde. Genre, tout le monde me connaît. Je tutoie tout le monde. On se tape dans le dos. On a des copains que je lui présente et machin et tout. Et donc, tu vois, c'est allé super vite. Et ça, c'est grâce au fait que, bah, voilà, j'avais l'habitude d'être un anonyme qui arrivait dans un nouvel endroit où il connaissait personne. Et donc, du coup, ça a participé aussi au fait que ça se passe super bien, quoi. Toi, c'est quoi les 3 choses auxquelles tu ne renoncerais plus, maintenant que tu as dit ciao Paris? Je crois qu'en premier lieu, c'est vraiment respirer de l'air pur. Donc tu vois, être dans un endroit où quand tu respires, ça sent normal en fait, tu vois. Ça sent pas le pot d'échappement, le pipi, le je sais pas quoi, tu vois, les plaquettes de frein et tout là. Chose qui m'hallucine à chaque fois que je rentre à Paris, je fais mais comment on peut respirer ça et même plus s'en rendre compte, quoi. Bref, donc il y a ça. Le fait de pas être entouré de trop de congénères, tu vois. Genre 18 000 habitants, c'est bien. 3 millions, c'est trop. Voire 10 millions parfois. C'est vraiment trop. Et donc ça, c'est vraiment agréable de se dire, voilà, je sors dans la rue, ça reste assez calme. Il n'y a pas trop de gens, je me sens pas oppressé. Je fais pas la queue 3 heures pour tout et n'importe quoi. Bon, bref, ça c'est super agréable. En venant à Fécamp, t'as gagné en espace vital. Mais carrément, carrément. Et puis le 3e élément, alors c'est pas vraiment relatif à Fécamp, mais je renoncerai plus de vivre seul. En fait, je suis trop bien avec Valentine. Je vivrai plus tout seul comme un sauvage là, loin de quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois. Si tu avais 3 conseils à donner à des citadins qui ont envie de quitter Paris, mais qui se posent des questions et qui ne savent pas comment s'y prendre, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, en premier lieu, déjà se poser la question s'ils ont vraiment envie de quitter. Enfin, c'est quoi la raison? Pourquoi ils pensent à ça? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de quitter Paris ou est-ce qu'en fait ils ont envie de changer de taf, changer de meuf, changer de. Tu vois, parfois on se dit qu'en déménageant on va résoudre nos problèmes, mais c'est pas forcément le cas. Donc, déjà bien être sûr qu'ils veulent bouger. Ensuite, bah, le conseil c'est si t'as vraiment envie de bouger. Si la réponse à la première question c'est oui, bah fais-le en fait. Just do it. Bah, non, mais c'est vrai, en fait, t'as aucune autre limite. Si t'as vraiment identifié que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. En fait, c'est quoi la limite? C'est t'as peur, quoi. Tu vas pas mourir, il y a rien de définitif. Au pire, bah tu reviendras là où t'étais, ou tu changeras d'endroit, mais voilà, et c'est pas un choix qui va. Enfin, tu ne peux pas regretter ce choix. Tu peux regretter de pas le faire, par contre. Il y a souvent une question qu'on oublie de se poser, c'est qu'est-ce que je perdrais à ne pas agir? Tu vois? Et tu vas au moins perdre ça, tu vas regretter. Toute ta vie, tu vas te dire j'avais l'opportunité de bouger et je l'ai pas fait, et je l'ai pas fait, et je l'ai pas fait. Qu'aurait été ma vie si je l'avais fait? Putain, il suffisait de bouger, quoi.
toujours agir en fait. Tu vois, il faut pas vivre avec des regrets, et quand t'as un projet en tête, bah essaye, au moins essaye, tu vois. Donc ça fait 2. Et la troisième, je dirais, si t'as l'occasion, choisis bien où tu veux aller, parce que du coup t'as décidé de bouger, t'as décidé de pas avoir peur et de le faire. Maintenant t'as devant toi, entre guillemets, le monde entier, au moins la France entière, et tu vas pouvoir choisir où tu vas aller. C'est génial, tu vois, parce que c'est rare les moments où on prend ce genre de décision. Donc choisis bien. Parce qu'il y a tout. En France, on a tout. T'as tous les décors, tous les climats, tous les types de gens, tous les accents, toutes les variations de bouffe que tu veux. Donc déjà, t'as tout le choix possible. Donc choisis bien, choisis ce qui te plaît et vas-y, fonce, quoi. Et alors moi, je dis ciao Paris, toi tu dis quoi? Moi, je dis boujou Paris. Boujou, c'est ce qu'ils disent ici pour dire ciao, en gros. Donc tu vois, quand tu vois les gens, et tu leur fais boujou. Et puis voilà, tu t'en vas. Donc voilà, moi je dis boujou Paris. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Anna Naoum.